Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette 11e édition du Midi Recherche qui est organisée par le Laboratoire de recherche sur le public de la culture. Aujourd'hui, on en profite pour faire le lancement du numéro thématique Le numérique, l'action éducative des institutions culturelles et les publics, publié au printemps dernier dans la revue Digital Studies, le champ numérique. Je précise tout de suite qu'un second Midi Recherche va avoir lieu dans les prochains mois pour poursuivre le lancement de ce numéro thématique. Mais commençons donc aujourd'hui en vous présentant 3 chercheurs qui ont contribué à ce numéro. Je remercie nos participants qui ont accepté de se prêter au jeu du Midi Recherche aujourd'hui. Je vous rappelle que le Midi Recherche est une formule rapide pour prendre connaissance des travaux en cours des membres du laboratoire, dans le but aussi d'élargir les collaborations entre les différents membres et de permettre la discussion. Je rappelle aussi la marche à suivre. Alors, pour le Midi Recherche, chaque participant aura 10 minutes pour présenter et les présentations seront suivies d'une période d'échange de 5 minutes. Je vous demanderai de respecter les temps demandés, c'est assez important. Et je vais vous indiquer dans la zone clavardage lorsqu'il va vous rester 1 minute pour présenter pour que vous puissiez conclure. Je vais aussi vous passer ce joli petit mémo ici pour vous indiquer qu'il est temps de conclure si jamais j'ai besoin de vous ramener à l'ordre. Alors, je vous partage mon écran pour vous montrer le plan de match de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, ce ne sera pas très long. Marie-Claude Larouche de l'Université du Québec à Trois-Rivières nous présentera de la scène artistique à la scène scolaire, quel usage du numérique dans la médiation culturelle. Hervé Guay, toujours de l'UQTR, nous présentera savoir et savoir-faire relatifs aux arts de la scène dans la pratique de la médiation culturelle et numérique des organismes de théâtre, danse et cirque au Québec. Et finalement, Annick Meunier de l'Université du Québec à Montréal nous présentera l'expérience de public adolescent en visite dans un musée de beaux-arts. Alors, commençons sans plus tarder avec la présentation de Marie-Claude. J'inviterai notre public à utiliser la fonction clavardage s'il a des questions, des commentaires ou des remarques à faire pendant les présentations et on pourra y revenir pendant la période de discussion. J'invite Marie-Claude à se préparer à prendre la parole et de mon côté, je vous la présente à l'instant. Alors, Marie-Claude Larouche est professeure titulaire au département des sciences de l'éducation, responsable de la didactique des sciences humaines au primaire. Elle dirige le laboratoire de recherche sur les publics de la culture avec Marie-Claude Lapointe. Ses recherches portent principalement sur la didactique des sciences humaines, sur le lien culture-éducation et sur les pratiques de médiation culturelle initiées par des institutions muséales intégrant le numérique. Elle pilote actuellement avec le professeur Hervé Guay l'étude pour la mise en œuvre de la nouvelle politique des arts et de la citoyenneté culturelle de l'UQTR. Marie-Claude, à toi la parole. Alors, merci beaucoup, chers et chers collègues, chers amis. Ça fait plaisir de vous voir nombreux de différentes institutions. Alors, bonjour Marie-Claude qui est avec nous, donc Marie-Claude Lapointe qui dirige le laboratoire avec moi. Aujourd'hui, ce qu'on va présenter, c'est l'occasion de faire le lancement du dossier thématique qu'on a élaboré pour la revue Digital Studies, le champ numérique. C'est paru l'an dernier, donc fin 2022, qui portait sur le numérique, l'action éducative des institutions culturelles et leur public. Un numéro avec des articles anglais et français qui a été dirigé donc par Hervé et moi. Et ce numéro, ça provient dans le fond, ce numéro-là comprend des articles, une dizaine d'articles qui ont été écrits par des chercheurs ou des membres des professionnels des institutions culturelles et des organismes au Québec et aussi aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, c'est le premier de 2 lancements, parce que certains des auteurs avaient déjà présenté ici. Et pour quand même donner le temps à chacune de pouvoir présenter, on s'est dit que 2 midis recherche consacrés à ce lancement pourraient être intéressants, à ce numéro pourrait être intéressant. Je vais vous le présenter rapidement, donc en arrêtant le partage et en allant voir directement sur la revue ce que ça donne. Attendez-moi un instant. Donc, si je fais mon partage d'écran, on va aller directement sur le site même de la revue. Donc, c'est une revue évaluée par les pairs qui est en accès gratuit.
sur le site donc de la revue, bien évidemment. Donc, je déroule rapidement la page pour vous montrer qu'il y a un premier article qui vient de l'équipe des musées Smithsonian avec le Learning Lab, l'équipe de Nathalie Lasselle du côté de l'UQAM qui a travaillé avec les bibliothèques de Montréal, l'article que je vais vous présenter ici, aussi du côté du Musée des Beaux-Arts, la plateforme Éducare, un article de Mélanie Deveau, du côté de la médiation de la musique, un article d'Irina Kirchberg. Ensuite, Sarah Bélanger-Martel sur médiation virtuelle de pratiques en art numérique, qui avait déjà présenté ici le fruit de ses recherches. Mathieu Thuot-Dubé du côté de BANQ. Et l'équipe d'Hervé sur les arts de la scène, ce qui va nous présenter un peu après aujourd'hui. Annick Meunier va nous présenter aussi en association avec le Musée des Beaux-Arts. Et ensuite, Bertrand Gervais du côté de la littérature québécoise mobile. Alors, un numéro assez varié. Et j'arrête le partage pour maintenant vous ramener donc à cette présentation que j'ai préparée pour vous présenter plus avant cette recherche que j'ai présentée dans le dossier, qui, elle, porte sur la médiation faite par les arts de la scène à destination des publics scolaires, donc en s'interrogeant sur quel est l'usage du numérique fait dans cette médiation-là. Cet article-là s'appuie sur une recherche beaucoup plus vaste qui a été menée par Hervé Guay sur la médiation culturelle et numérique dans les arts de la scène. Hervé va vous en parler davantage par la suite. Une recherche qui a été initiée avec l'appui du CRSH et de plusieurs partenaires du milieu de la danse, du cirque et du théâtre. Et si vous avez, je vais revenir juste en arrière un instant pour vous ramener à ce qu'était cette recherche. Donc, sur les dispositifs de médiation numérique dans les arts de la scène, ça visait à cerner les pratiques, les savoirs et les savoir-faire. Et je vous abordais l'équipe de recherche qui est quand même assez large avec des gens de l'UQAM, de l'Université Concordia, Louis-Patrick Leroux et du Conseil québécois du théâtre. Et comme partenaire comme tel, Conseil québécois du théâtre, Regroupement québécois de la danse en piste et le CRILC et notre université, bien entendu. Donc, si on voit l'interrogation que j'avais pour ce qui est comme tel de comprendre quel est l'usage du numérique dans la médiation culturelle des arts de la scène à destination des publics, on replace dans une période pré-pandémique où un certain nombre d'études existent, faites entre autres par Anne Nadeau, qui est avec nous ici aujourd'hui, études sur la sortie au théâtre en contexte scolaire, et aussi du côté de la danse, une étude qui avait été faite par Nadia Serrayoko sur les pratiques et usages du numérique des professionnels de la danse, mais on voulait voir plus précisément comment ça se passait du côté scolaire. Alors, une première enquête quantitative a été menée par questionnaire auprès de plus de 400 organismes québécois en 2019, qui a donné lieu à une publication dirigée par Marie-Claude Lapointe, qui est avec nous ici, et par la suite, des entretiens semi-dirigés auprès d'une quarantaine de représentants d'organismes culturels qui ont été sélectionnés selon les disciplines artistiques, selon l'ancrage géographique, à Montréal ou ailleurs dans la province et qui recouraient au numérique. De cette quarantaine d'entretiens, j'en ai retenu 19 parce que les organismes disaient proposer des activités au milieu scolaire. Donc, parmi les 19, vous avez des compagnies qui œuvrent soit en danse, en théâtre, en cirque ou des compagnies multi, principalement des compagnies à la fois de création ou des compagnies actives en diffusion, que deux qui font à la fois création et diffusion, et mention d'un établissement d'enseignement. Alors, faut se placer dans le contexte scolaire où l'accueil d'organismes, de troupes artistiques se fait souvent grâce au programme La culture à l'école, où il y a lieu d'avoir des ateliers culturels de courte durée, ou alors l'accueil d'un artiste pour une période allant de quelques semaines à 12 semaines, et des sorties scolaires en milieu culturel qui sont subventionnées, notamment l'assistance à des spectacles. Encore là, on est dans le contexte pré-pandémique ici. Les données ont été recueillies donc en 2019-2020. Et je vais vous faire part de quelques lignes de résultats et vous verrez tous les détails dans l'article. Donc,
savoir déjà qu'en milieu scolaire, je reviens en arrière, on constate une tension déjà là entre ce qui est démocratisation culturelle, donc promouvoir l'accès à des œuvres, ou la démocratie culturelle, donc développer les capacités expressives, les habiletés artistiques des élèves. Alors, cette tension-là, elle a été documentée dans les écoles et elle est la démocratie, la tendance à la démocratie culturelle est de plus en plus marquée versus la fréquentation des œuvres qui existent déjà. Alors, lorsqu'on voit comment des organismes recourent au numérique en association avec des écoles, on voit qu'il y a, sur le plan strictement de la démocratisation culturelle pour donner accès aux œuvres, on voit une certaine tension entre ce qui est simplement de la diffusion numérique et ce qui est de l'interaction avec les publics. Alors, nous avons par exemple des vidéos relatifs à un spectacle ou à une discipline artistique telle que va le faire par exemple la chaîne YouTube de la Maison Théâtre, ou alors les classiques guides pédagogiques destinés aux enseignants, disponibles soit sous format téléchargeable PDF, sous site web ou alors sous fichier pour les tableaux numériques interactifs des écoles. On voit aussi des trousses contenant des outils et une application numérique pour l'intervention du médiateur culturel dans une classe. Alors, c'est une application originale développée par la Maison Théâtre. Alors, il y a cette tension-là entre simplement diffuser par des voies numériques ou interagir au moyen d'outils numériques. Et si on regarde du côté de la démocratie culturelle, donc on voudrait donc développer les capacités expressives du jeune public et s'en servir comme matériau éventuellement pour la création. On s'aperçoit qu'il y a un tandem création-médiation qui s'appuie sur le numérique, où on va utiliser la vidéo pour stimuler la participation des élèves, le son pour créer des installations déambulatoires en classe, le son et la vidéo pour collecter les traces des activités des élèves qui seront par la suite intégrées à une œuvre de l'artiste ou d'une compagnie qui est en résidence et qui pourront aussi être utilisées comme mémoire du projet qui aura été mené avec les élèves et qui est remis par la suite à la classe. Il y a des enjeux éthiques que ça soulève cependant parce que on parle de l'utilisation des traces des activités des élèves pour la création d'une œuvre. Alors, droit d'auteur et surexposition des enfants au numérique, on voit des compagnies qui se demandent jusqu'à quel point c'est bien d'aller dans cette direction-là, sachant que les enfants ont un contact avec le numérique qui a tendance à être de plus en plus important. Nous, ça nous a permis de tracer des perspectives d'intervention et de recherche, intervention pour les organismes culturels et de recherche, donc par la suite. On se demandait, et là, ces conclusions-là nous arrivent avec la pandémie, c'est-à-dire que est-ce que l'assistance à des spectacles, finalement, pourrait se faire indépendamment de l'intervention d'un diffuseur, c'est-à-dire que par le biais du numérique, par le biais des réseaux, des applications et des équipements, est-ce que les classes ne pourraient pas bénéficier directement des spectacles sans que ça passe, que ça soit orchestré par un diffuseur? On s'est demandé aussi, merci, quelle utilisation les enseignants font des guides pédagogiques et des autres ressources numériques. On sait que le Conseil supérieur de l'éducation s'est intéressé un peu à cette question-là, mais de façon très générale. On se demanderait aussi les modalités de coprésence envisagées pour nouvelles formes de médiation culturelle à distance. La pandémie a montré que bien des institutions culturelles se sont saisies de ça pour faire de la médiation culturelle à distance, notamment via Zoom. Et la médiation pourrait peut-être se développer sur un environnement immersif médiatisé. J'attirais votre attention sur ce que fait l'équipe du musée ambulant avec le super véhicule d'immersion artistique que nous a présenté récemment Sarah Bélanger-Martel. Alors, je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. De quelques secondes, on te pardonne, Marie-Claude. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Bien évidemment, 10 minutes, c'est très peu pour une recherche aussi vaste, on le comprend. Donc, j'inviterai les gens à utiliser la fonction lever la main pour interagir, pour poser des questions en réaction à cette présentation. Il ne faut pas être gêné. Très bien. Je vais en profiter pour relancer avec une petite question de mon côté. Évidemment, je suis un peu familière avec le projet moi-même parce que j'ai eu la chance de travailler comme assistante de recherche, mais je me demandais dans cette tension entre diffusion et interaction chez les compagnies, est-ce qu'on a noté
des effets particuliers chez les élèves, chez les étudiants? Est-ce que les activités qui sont davantage pour la diffusion ou davantage dans l'interaction ont des effets particuliers plus positifs d'un côté ou de l'autre? Ça, clairement, ça serait, merci Camille pour la question, ça serait clairement une recherche à faire parce qu'on s'est concentré sur ce que pouvaient déclarer les organismes professionnels qui font ces interventions-là. Et puis peut-être que Anne Nadeau pourrait être intéressée à investiguer ces aspects-là, qui est justement en didactique du théâtre et qui avait déjà fait des études aussi sur la fréquentation scolaire du théâtre au Québec. Alors, mais non, clairement, nous, on s'est concentré vraiment sur ce que les organismes pouvaient déclarer de leur pratique. Je ne sais pas si Anne, t'aimerais intervenir. C'est tes prochains travaux. Ben, c'est intéressant, ça m'inspire en fait. Puis j'ai trouvé que les enjeux éthiques soulevés étaient vraiment importants. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on se questionne par rapport à ça. Puis j'imagine que vous avez déjà vu le travail que fait le Théâtre Bouche décousue qui s'appelle Sortir égale grandir, puis qui leur a vraiment révélé à quel point les titulaires du primaire accordaient très, très peu de temps à préparer les élèves à la sortie alors qu'ils avaient tous les outils en main. Donc, ce n'était pas une question de qualité d'outils, c'était une question de temps, de priorisation, puis aussi de perception de ce que c'était la sortie au théâtre. Puis l'angle qu'a attaqué Bouche décousue, c'est l'angle de l'expérience, de vivre une expérience plutôt que de sentir qu'il fallait des compétences particulières, des savoirs pour pouvoir accompagner ses élèves au théâtre. Donc, pour que les enseignants soient plus du côté du ressenti, de la perception. Oui. Je voyais des liens vraiment intéressants. Puis, ils ont aussi créé un outil numérique. Donc, j'imagine que tu es tombée dessus aussi. Là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Anne. Oui, c'est des choses qui pourraient être explorées vraiment plus avant. Puis les différentes avenues, en fait, il pourrait y avoir des études de cas sur ce que font précisément certaines compagnies pour aller comprendre l'originalité puis la portée de leurs interventions. Le temps file rapidement, mais je me permets de passer la parole à Mme Duhem. Je vais faire le micro. Je relance peut-être Anne par rapport à, juste pour bien comprendre en quoi l'organisme, quand il visait l'interaction, de quelle façon ils apportaient ça, de qu'est-ce qu'ils faisaient comme changement dans leur approche pour s'assurer que l'enseignant allait là avec ses élèves. Oui, oui, ça s'appuie sur le cas de la Maison Théâtre qui a développé sa trousse qui est comme un sac à dos. Et la Maison Théâtre a une panoplie d'outils sur le plan simplement de la diffusion web avec des vidéos sur la discipline théâtrale et des préparations à la vidéo, à l'œuvre que les gens vont aller voir, les élèves vont aller voir, mais en classe, ils ont une intervention avec ce qu'ils appellent leur sac à dos où ils arrivent et puis c'est un outil qui est indépendamment qui n'a pas besoin du réseau Internet de l'école pour pouvoir fonctionner. Donc, ils ont téléchargé à l'avance les vidéos dont ils ont besoin pour pouvoir les faire visionner aux élèves. Et c'est une interaction en lien avec l'œuvre qui sera visitée, en fait, la pièce qui sera vue bientôt. Donc, je peux pas t'indiquer, José, dans le détail comment se déroule l'œuvre, sinon que vraiment, nous, ce qu'on cherchait à voir, c'était vraiment quel genre d'outils vous avez avec vous, quel genre de ressources vous apportez avec vous. Est-ce que vous allez vers l'interaction ou plutôt vers une diffusion à distance ou auquel cas, ça devient plus difficile de parler de médiation parce qu'on veut que le lien, l'interaction entre les humains soit au rendez-vous. Alors, leur approche était très originale et je pense qu'elle mériterait d'être décrite plus avant, peut-être dans un autre article en association avec eux cette fois-là. À moins que ça ait déjà été fait entre-temps, pas à ma connaissance. Merci, Josée. Très bien. Alors, je vais me permettre de poursuivre avec notre second participant parce que le temps file. Hervé, je vous invite à vous préparer pour votre présentation. Merci encore, Marie-Claude, pour cette présentation. Ce ne sera pas très long. Alors, pendant ce temps, je vous présente Hervé. Hervé Guay est professeur et directeur au département de lettres et communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a publié plusieurs articles et ouvrages sur le théâtre québécois
Il est notamment l'un des auteurs de l'ouvrage Le théâtre contemporain au Québec, 1945-2015, publié en 2020 aux presses de l'Université de Montréal. Président de la Société québécoise d'études théâtrales de 2011 à 2015, co-directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise de 2019 à 2021, il a fondé le laboratoire de recherche sur les publics de la culture en 2015 et est à la tête de la revue Tangence depuis 2012. Hervé, je vous laisse l'écran et la parole. Ton micro est fermé, Hervé. Il faut que je sorte de la présentation pour allumer mon micro. Celle-ci, cela et ceci. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Voici. Donc, vous voyez, c'était juste en bas de ceci, toutes les personnes qui ont contribué à l'article et qui sont membres du projet de recherche. Je ne vais pas toutes les nommer. Marie-Claude a déjà présenté le dossier, donc je vais aussi sauter cette étape-là. Donc, je vais y aller peut-être sur les concepts autour desquels on a travaillé. On a travaillé sur le concept de dispositif numérique qui est fondé sur la capacité d'encodage informatique et le développement des réseaux, équipements et applications logicielles, ce qui a fait en sorte que le numérique a entraîné de nombreux musées, institutions et organismes culturels à repenser leurs missions éducatives et culturelles en lien avec la diversité des publics à rejoindre à distance ou sur place. Et dans l'ensemble, le recours au numérique par les institutions et organismes culturels dans leur action éducative les conduit à mobiliser plusieurs types de contenus et modes sémiotiques, comme le son, les images, les vidéos et les textes, sur différents supports, et à les déployer au sein de différents dispositifs, qu'ils soient accessibles sur place ou à distance, sans qu'on le sache très bien comment cette multimodalité médiatique et les stratégies pédagogiques qui y sont associées concourent à façonner le rapport entre ces institutions, organismes et leur public. On sait que le numérique engendre aussi une transformation du rapport au savoir et une transformation des rapports d'autorité entre les institutions culturelles et les visiteurs utilisateurs, mais aussi quelles sont les habiletés ou les compétences qui sont requises chez les individus pour en tirer profit, comment les institutions et les organismes culturels peuvent-ils contribuer à leur développement de par leur action d'éducation au moyen du numérique. Donc, tout ça, ce sont des interrogations qu'on a abordées dans ce numéro. Pour ma part, je me suis intéressé, comme vous le voyez dans mon titre, au rapport au savoir et au savoir-faire dans la médiation culturelle et numérique qui est pratiqué par les organismes de théâtre, danse et cirque. Et je voulais savoir, avec mon équipe, si la transmission du savoir, des savoir-faire et des compétences tierces importe pour ceux et celles qui s'adonnent à la médiation culturelle et numérique, dans quelle mesure ça leur importait. Et il s'agissait aussi de savoir les types de savoirs privilégiés par les organismes et s'il y avait une différence dans les arts concernés par notre étude pour ce qui est des savoirs et des savoir-faire privilégiés. Le contexte de l'étude, c'est que la part éducative est souvent ce qui justifie la pratique de la médiation culturelle. Cette volonté d'éduquer aux arts se voit dans les obligations qui sont faites aux organismes culturels financés par les ministères de la Culture et par les conseils des arts. Cette volonté apparaît aussi dans les programmes fédéraux, provinciaux et municipaux et en atteste, entre autres choses, le plan culturel numérique du ministère de la Culture et des Communications qui comporte 14 mesures qui touchent les arts de la scène. Sur le plan du cadre théorique, les concepts clés qui nous ont guidés sont celui de médiation culturelle et de dispositifs numériques, le premier emprunté à Boudrard et Mérès, dont il est précisé que la médiation vise à développer la relation avec un spectacle, un art de la scène, avec un organisme culturel ou des compétences tierces, et le second qui nous vient de Larouche et Alters, qui indique que les dispositifs numériques sont développés, ce que je vous ai lu tout à l'heure, grâce aux capacités d'encodage informatique, des réseaux, etc. De plus, nous distinguons savoir comme des connaissances déclaratives et les savoir-faire comme des connaissances procédurales à la suite de Rénal et Réunier.
Donc, je passe rapidement sur la méthodologie qualitative que nous avons employée, qui a donné lieu à 20 entretiens semi-dirigés avec des organismes qui font de la médiation culturelle et 18 semi-dirigés aussi avec des organismes qui font de la médiation culturelle numérique. Et comme Marie-Claude vous l'a mentionné, ça avait été précédé d'une étude, d'une enquête quantitative qui nous a permis de repérer les organismes qui faisaient l'un ou l'autre. Quel savoir mentionné et quel visé? On peut dire que dans notre enquête, ce qu'on a trouvé, c'est qu'un savoir relatif à la spectation et aux esthétiques artistiques, tout particulièrement contemporaines, existait et était élaboré, qu'il y avait aussi l'apprentissage du processus créateur et qu'une des premières visées, c'était de concourir à la démocratisation de l'art, que la seconde était d'accroître les connaissances artistiques du spectateur et que la troisième était de valoriser son expression dans une forme en particulier. Moi aussi, j'ai remarqué cette tension entre démocratisation de l'art versus la démocratie culturelle. Et ce qu'on note particulièrement dans les arts de la scène, c'est la volonté de plusieurs compagnies d'augmenter l'exposition à l'art de groupes pour lesquels il existe des freins à la fréquentation et à l'expression culturelle. Parmi ces groupes-là, par exemple, on veut toucher les groupes vivants avec un handicap, les communautés culturelles, les personnes défavorisées, les personnes malades, âgées, etc. Donc, il y a une vraie volonté de ce côté-là. Et dans d'autres cas, la démocratie culturelle, qui appelle à l'expression artistique du plus grand nombre, est favorisée, suppose l'apprentissage d'un savoir-faire spécialisé, par exemple des techniques corporelles complexes, comme c'est le cas de la danse et du cirque. Et d'ailleurs, ces compagnies-là font davantage appel au savoir-faire. À cet égard, d'ailleurs, une différence peut être observée dans les disciplines, les compagnies de théâtre valorisant souvent les connaissances déclaratives et les compagnies de cirque et de danse, les savoir-faire acquis par la pratique de ces arts. Ce n'est pas univoque, il y a des compagnies de cirque et de théâtre qui s'intéressent aussi à l'esthétique et des compagnies de théâtre, par exemple, qui s'intéressent aussi à l'apprentissage du processus créateur. Par ailleurs, les compétences tierces sont importantes aussi, puisqu'en marge de la transmission des savoirs et des savoir-faire reliés aux arts de la scène, il y a beaucoup d'activités de médiation qui développent aussi des compétences tierces qui ne sont pas forcément reliées aux arts, mais que valorisent tout de même plusieurs compagnies. Parmi les exemples que nous avons recueillis, on note des compétences sociales liées au savoir-être, comme la confiance en soi ou la capacité de se présenter aux autres, des choses, par exemple, que le cirque social contribue à faire acquérir, et d'autres compagnies sont plutôt actives dans l'éducation à la citoyenneté, que ce soit pour sensibiliser ces publics à ce qui se passe dans leur ville ou leur quartier, que ce soit en encapacitant des publics connaissant des problèmes particuliers ou en facilitant pour ces publics la découverte de l'altérité qui peut se manifester sous la forme d'une culture, d'une génération, voire même d'un état de santé différent à laquelle on va les exposer. J'en viens à la discussion sur laquelle se termine cette enquête. J'ai encore un peu de temps, Camille? Oui, absolument. Donc, les arts de la scène paraissent plus préoccupés que d'autres arts par l'assistance au spectacle, probablement à cause du modèle économique de ces arts avec public et de l'idée qu'il faut quand même remplir les salles, par quoi le spectacle professionnel se démarque parfois du spectacle... Je dirais aussi que les artistes de la scène valorisent aussi les qualités esthétiques des spectacles, par quoi le spectacle professionnel se démarque parfois du spectacle amateur. On constate aussi que les théâtres ont du mal à se considérer comme des tiers-lieux. C'est un concept que j'ai aussi invoqué dans l'article, où la citoyenneté culturelle s'épanouirait pour des raisons similaires à celles mentionnées plus haut, c'est-à-dire à cause de leur modèle économique. L'espace du théâtre n'est pas un lieu où toute la communauté va pouvoir venir et s'adonner à des pratiques et tout ça. Il faut remplir les salles et il faut que les spectacles fassent leurs frais. Dernier point, le corps pourrait servir de voie de passage dans certaines activités de médiation grâce à la réappropriation de ses capacités créatrices, performatives et physiques qui sont suscitées par la pratique artistique. Ça c'est quelque chose qui est propre aux arts de la scène et qui fait en sorte que ces arts vraiment peuvent, par la pratique artistique, en capaciter les gens qui s'y adonnent. Il faudrait aussi examiner les moyens
technologiques les plus pertinents pour transmettre les savoirs, les savoir-faire et les compétences tierces, peut-être en établissant une échelle d'interactivité inspirée de travaux antérieurs comme ceux de Casemajor, Lamoureux et Racine, ou encore d'Igiraoui Ravès, qui justement présentent une manière de vérifier dans quelle mesure les activités qui sont présentées par les activités de médiation sont plutôt interactives, dialogiques, que par exemple directionnelles. Je vais terminer là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hervé, pour cette présentation. Vous êtes même plus concis que ce qui était nécessaire, alors tant mieux. Ça nous laissera plus de temps pour discuter. Alors, encore une fois, même principe, j'invite les gens présents à lever la main virtuellement s'ils ont des questions ou des commentaires à partager sur cette présentation qui s'inscrit bien sûr en continuité avec celle de Marie-Claude. Ben oui, si j'avais su que j'avais un petit peu plus de temps, je vous aurais peut-être mis quelques citations parce que c'est toujours intéressant d'avoir le discours que nous rapportons et que nous analysons par la suite, mais j'écoute vos questions. Ceci dit, je précise que les articles seront disponibles sur le site web de la revue, donc bien sûr, vous pourrez consulter ces citations-là de votre côté. Camille, il faut me poser une question, je vais y répondre. Je veux bien, mais dans mon cas, hein, j'ai tellement travaillé sur ce, sur ce projet-là que c'est pas moi qui a le plus de questions, bien sûr. Ce qui n'arrête pas de me venir en tête, par contre, on l'a dit, ces articles-là s'inscrivent dans un contexte pré-pandémique. Et je sais que vous avez travaillé, bien sûr, sur la culture en temps de pandémie. Alors, je me demande, toutes ces réflexions, comment est-ce qu'elles ont évolué dans les derniers mois? Si je peux... je pense que la pandémie a fait en sorte d'accentuer encore les tensions entre les activités en présence et les activités en virtuel et en quelque sorte de faire en sorte que, justement, tous les enjeux qui sont liés à la présence pour les organismes qui sont liés aux arts de la scène prennent encore, je pense, une importance vraiment très, très grande, puisqu'on voit très bien que dans les arts de la scène, par exemple, la Maison Théâtre qui fait beaucoup d'activités qui sont relatives à la spectation, ça montre qu'on valorise le fait d'aller assister à un spectacle en vrai et d'en faire une expérience. Et j'ai envie de dire que peut-être dans un sens qui va un peu à l'encontre de l'idée que les pratiques artistiques, c'est uniquement s'adonner à la création artistique. Je pense que les gens de la Maison Théâtre, je serais curieux de les interroger sur cette question-là, mais je pense qu'ils considèrent que être spectateur, c'est aussi une pratique. Et que cette pratique du spectateur-là a ses codes, qu'elle donne lieu à une expérience et qu'elle donne lieu à des apprentissages qui sont aussi concrets que la pratique artistique elle-même, et que donc que cette tension qu'on met entre pratiquer un art et assister à un art, elle n'est peut-être pas aussi tranchée qu'on voudrait. Et je pense que la pandémie, en tout cas pour moi, elle a fait cette différence-là. Elle montre aussi le prix des activités en présence et le fait qu'il y a quand même une différence assez marquée entre assister à un spectacle par voie numérique, qui au fond n'est pas du tout la même expérience que d'aller dans une salle de spectacle, ou encore, si on pense dans d'autres arts que les arts de la scène, que d'aller dans un musée. Donc, mon sentiment, c'est que cet enjeu-là, celui de la présence et peut-être de la mixité, c'est-à-dire l'idée de mêler du présentiel et du virtuel, c'est une question encore plus brûlante que c'était avant la pandémie.
Et je ne suis pas de ceux qui pensent que que la pandémie a fait en sorte de renverser les opinions au sujet de ce qui relève de la présence et du numérique. Je pense que la pandémie a changé beaucoup de choses. Elle a certainement créé beaucoup d'hybridité, mais je ne suis pas sûr qu'elle a fait changer des gens d'opinion par rapport à la valorisation qu'on accorde à l'un et à l'autre. Très bien, merci beaucoup. Certainement, c'est des questions qui sont encore assez brûlantes aujourd'hui. Anne, réaction? Oui, ben, j'avais envie de revenir sur les savoirs et les savoir-faire parce que je trouve ça super intéressant de voir qu'il y a des distinctions entre les disciplines. Ça m'amenait à réfléchir aux raisons, puis s'il y avait des raisons qui étaient liées justement à l'essence des disciplines. En fait, mon impression, c'est que dans les dernières années, il y a de plus en plus de choix qui se font chez les compagnies de création, chez les diffuseurs par rapport à leur vision de la médiation culturelle, de l'approche. Puis on les invite à se positionner quand on les forme, quand on les rencontre, parce qu'ils voient différentes possibilités. Puis je pense que c'est ça qui va devenir intéressant, en fait, la mixité des approches. Il y en a qui développent, là, la Maison Théâtre va vers la philo-création, la philo-théâtre. C'est intéressant, ce n'est pas la seule voie. Puis moi, je travaille beaucoup en collaboration avec eux. Puis moi, ce n'est pas mon approche, mais ça peut très bien cohabiter. Moi, je suis plus dans une approche pratique. Je me rends compte aussi, tu sais, c'est vrai, le savoir qui nourrit le savoir-faire, mais le savoir-faire comme un outil. Puis, fait que je pense que de plus en plus, on va voir les institutions puis les compagnies de création définir leur approche de médiation culturelle comme ils définissent leur approche en création, puis même au niveau de la diffusion, leur identité artistique. Fait que je pense que ça, on va le voir de plus en plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anne, que d'abord, la plupart des compagnies définissent leur action en fonction de la définition de la médiation culturelle qu'elle a réussi à se forger elle-même. Hein, il y en a qui... ça, c'est dans notre étude, ça ne faisait pas partie de l'étude sur les savoirs et les savoir-faire, mais cette définition de la médiation culturelle, elle est parfois assez floue. Donc, pour certains, ça correspond à quelque chose, pour d'autres, c'est pas la même chose. Et donc, mais je pense aussi qu'il y a place à plusieurs formes de médiation. Puis je dirais que peut-être sur cet écart entre les savoirs et les savoir-faire qu'on a repéré, je dirais que ce qui fait en sorte que plusieurs compagnies de théâtre, en tout cas, c'est une hypothèse que je soulève, que je soumets, je dirais que parce que le théâtre, une bonne partie de la pratique théâtrale est axée sur le verbal, c'est ce rapport-là au savoir, il prédomine davantage, alors que dans les arts comme le cirque et la danse, où le verbal a moins d'importance et où les techniques corporelles sont davantage mises en avant, eh bien, le savoir-faire devient alors quelque chose vers lequel on se tourne davantage. Ça n'empêche pas, je pense, l'inverse aussi. Ça n'empêche pas qu'une compagnie de danse pourrait aussi travailler sur l'affectation et sur les esthétiques, tandis qu'une compagnie de théâtre pourrait travailler sur le processus créateur. Et ça se fait aussi. Pardon, en théâtre, on se bat contre la notion de comprendre, comme si réussir sa sortie au théâtre, c'était d'avoir compris ce que les artistes avaient voulu dire. On ne se pose pas la question en danse, on se la pose peu en cirque selon s'il y a une trame dramatique qui est claire ou pas. Fait que c'est super intéressant. Pour moi, il y a un lien entre les deux, effectivement. Il y a quelque chose avec le texte, Puis je pense que c'est intéressant pour ça de revenir à se connecter à l'expérience, au ressenti, puis les savoir-faire sont intéressants aussi pour ça. On explore l'œuvre autrement que par le sens qu'on prête aux artistes qui l'ont créé. Je trouve que les liens sont vraiment intéressants. Merci beaucoup, Anne. Merci, Hervé, mais je vais devoir vous couper parce que le temps file encore une fois. Et je vois aussi beaucoup d'interactions qui apparaissent dans la zone de clavardage. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter après la rencontre. Mais il est temps de passer à notre dernière présentation. Alors, merci, Hervé, encore. Merci aussi aux intervenants qui
participent à la discussion. Alors, j'invite de mon côté Annick à se présenter. Et de mon côté, je vous la présente. Alors, Annick Meunier est professeure titulaire en muséologie et en éducation à l'UQAM, où elle dirige le groupe de recherche sur l'éducation et les musées, le GREM. Elle s'intéresse au champ des médiations culturelles, c'est-à-dire à l'analyse des pratiques professionnelles des acteurs, aux méthodes qu'ils mobilisent et à leurs effets sur les différentes catégories de public. Il s'agit notamment des médiations mises en œuvre dans le patrimoine et les musées connus sous le nom d'éducation muséale. Elle pilote de nombreux projets de recherche financés, entre autres, par des organismes subventionnaires de recherche canadiens et québécois, et elle participe également à diverses activités en milieu éducatif et muséal, notamment la conception et l'évaluation de programmes éducatifs muséaux auprès des enseignants et des élèves. L'expertise qu'elle a su développer au fil des ans se manifeste par une importante liste de communications et publications scientifiques. Alors, Annick, je vous laisse la parole et l'écran. Merci beaucoup, Camille. Merci pour cette invitation et bonjour à tous. J'ai besoin juste d'une petite astuce pour partager. Voilà, je pense que vous devriez voir l'écran, n'est-ce pas? Et la présentation. C'est tout bon? Oui, c'est parfait. Excellent. Donc, effectivement, je m'inscris dans la même, je dirais, logique que Marie-Claude et Hervé. Donc, c'est-à-dire que je vous présente une étude qui a été réalisée et publiée dans le numéro de la revue Digital Studies. Alors, cette étude que j'intitule donc « Quelle histoire l'expérience de public adolescent dans une exposition de beaux-arts » a été commandée par le Musée des beaux-arts de Montréal et l'équipe du musée a collaboré, dans le fond, à la recherche et mon équipe au GREM aussi, dans le fond, a piloté cette étude et nous avons commis, moi-même, Charlène Bélanger et Sarah Turcotte, donc ce texte. Alors, l'étude, en fait, ne vise pas à faire, si l'on veut, le procès entre la médiation humaine à laquelle on participe souvent, qui est, dans le fond, un guide, une personne, une médiatrice qui va, dans le fond, accompagner les visiteurs dans le cadre d'une visite muséale. Donc, ce n'est pas l'idée de faire le procès entre ce type de modalité de visite et une modalité plutôt numérique, mais bien de rendre compte de cette expérience-là qui a été vécue par un groupe d'adolescents et qui nous permet, comme ce groupe d'adolescents a vécu l'une et l'autre de ces modalités de visite, donc de comparer, en fait, par des données quantitatives et qualitatives, cette expérience de visite. Donc, on est vraiment centré sur l'expérience de visite numérique et la médiation interpersonnelle, donc la médiation humaine. Alors, voici le plan de la présentation. Ensuite, donc, je parlerai un peu de la problématique théorique. Je laisserai tous ces éléments-là peut-être un petit peu de côté puisque les auditeurs pourront référer au texte. Et dans le fond, je vais d'emblée camper l'aspect du numérique dans les musées, qui est de plus en plus présent. On le voit par les images ici qui sont présentées. Donc, le numérique se traduit par diverses formes. La réalité virtuelle, des casques de réalité virtuelle sont de plus en plus mis en œuvre, mis en place. J'assistais la semaine dernière à une création artistique et j'étais avec un casque de réalité virtuelle et c'était vraiment très, très convaincant où est-ce qu'on nous a amené en fait dans une projection, je dirais, dans le temps où Plastisapiens, donc l'être humain entouré, ou en tout cas était entouré de plastique et finalement arrivait à une certaine forme de mutation. Donc, ce sont des expériences de plus en plus communes que l'on trouve dans les musées, dans les institutions culturelles. Le Musée des beaux-arts de Montréal a mis en place un laboratoire numérique et avec plusieurs, je dirais, territoires d'action ou axes, donc recherche et innovation, exploration numérique et réseau de collaborateurs, a développé ce parcours jeu sur tablette numérique qui s'intitule « Quelle histoire ». Alors, le parcours jeu vise à faire, dans le fond, comment dire, à munir chaque duo, binôme en fait d'adolescents d'une tablette numérique qui va permettre la visite dans le pavillon d'art canadien et québécois du Musée des beaux-arts de Montréal. Et puis, ce parcours jeu sur tablette numérique a été mis en œuvre, en fait, a été conçu avec une équipe du musée, mais également Ubisoft.
Alors, la question de recherche que nous avions, c'est dans le fond, de quelle manière l'outil d'apprentissage numérique Quelle Histoire, donc cette tablette numérique, transforme-t-il l'expérience d'élèves du secondaire durant leur visite au musée? Alors, est-ce que le fait de visiter avec une tablette peut induire des comportements, des manières de faire, des intérêts, peut, au fond, susciter, dans le fond, une pratique, une fréquentation muséale dans l'exposition qui peut être différente. Donc, un groupe test a été mis en place, 2 classes d'élèves de 4e secondaire. Ces élèves-là ont été soumis, comme je l'ai mentionné, à une visite commentée par une guide, une médiatrice, une bénévole du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et puis, ce même groupe, donc en 2 parties, en deuxième partie, donc, ce même groupe a visité dans les mêmes espaces à l'aide de la tablette numérique. Donc, ils ont effectué une visite semi-autonome, on la nomme ainsi parce que, dans le fond, ils étaient accompagnés de la tablette. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, en fait, ces visiteurs-là se sont appropriés les espaces selon ces modalités de visite. Alors, la méthode de collecte de données, très rapidement, donc on était une petite équipe de 6 personnes qui ont observé et enquêté. Donc, nous suivions les visiteurs. 2 outils de collecte, grille d'observation, donc une personne, une enquêtrice était, je dirais, dédiée à un petit binôme de visiteurs adolescents. Et puis ensuite, on a fait un entretien de groupe auprès des visiteurs qui avaient participé. Et là, une prise de notes s'en est suivie. Le cadre d'analyse qui nous a, je dirais, guidés et qui nous a servi aussi de cadre de référence, c'est vraiment la notion de l'engagement. Donc, au fond, ce que l'on voulait voir dans la littérature, on a, dans le fond, documenté qu'il y avait généralement 3 catégories ou 3 types d'engagement. L'engagement comportemental, cognitif et émotionnel. Je vous dis un mot très rapide sur ces 3 catégories d'engagement parce qu'ensuite, les résultats que je vous présente vont être justement au regard de ces façons de s'engager dans la visite d'un musée. Donc, au fond, dans le contexte scolaire, l'engagement cognitif, ça renverrait à la manière ou l'investissement, dans le fond, le désir qu'aurait l'élève de réussir la tâche qui lui est donnée. Donc, c'est sûr qu'à l'école, on peut l'imaginer, cet engagement cognitif d'une certaine manière. Et là, est-ce que c'était l'idée de réussir sa visite? C'était l'idée vraiment de répondre à des questions, mais d'être engagé et investi du point de vue des connaissances, du point de vue donc cognitif. Ensuite, l'engagement comportemental va concerner, dans le fond, toute l'attention, l'intérêt, la participation, la discussion, le fait d'être présent, le fait d'être donc très engagé du point de vue du comportement. Donc, forcément, il y avait un mouvement, on bougeait dans le pavillon pour visiter et regarder les différentes œuvres d'art. Et le parcours, en fait, Quelle Histoire, le parcours numérique, était vraiment construit autour d'une certaine forme de ludification, mais même ce que l'on appelle la gamification. Donc, on avait les différents, j'allais dire les pôles position, mais en fait, on voyait quelle équipe était en première position ou quoi que ce soit, et vous verrez que ça a eu une incidence sur la manière dont les élèves ont, dans le fond, réagi par rapport à l'outil. Et ensuite, enfin, l'engagement émotionnel, on va faire référence, bien sûr, à toutes les réactions émotives, affectives, la valeur, dans le fond, aussi que vont accorder les élèves à une certaine tâche. Est-ce qu'ils vont être engagés du point de vue émotionnel? Est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont être intéressés? C'est vraiment ce que va nous dire, dans le fond, l'engagement émotionnel. Alors, quels sont les résultats? Très rapidement. Donc, comme vous le savez, 2 modalités de visite ont été comparées, la médiation avec une guide et la médiation numérique avec la tablette. Alors, 3 éléments ont été observés. Par exemple, la surface couverte sur un total de 2000 mètres carrés. Avec la médiatrice, 15%, donc 300 mètres carrés, a été parcouru. Alors qu'avec la tablette numérique, 70%, donc plus de 1400 mètres carrés de l'exposition. Ensuite, c'est intéressant de voir le nombre d'œuvres qui ont été vues. Avec la médiatrice, 6 œuvres ont été vues et je vais tout de suite vous emmener sur le temps moyen d'observation. Presque 8 minutes, 7 minutes et demie en moyenne, en fait, par œuvre. On a observé, on est resté devant l'œuvre pendant 7 à 8 minutes. En revanche, la médiation numérique, qui était un parcours-jeu un peu compétitif, qui appelait, dans le fond, les élèves à voir plusieurs œuvres,
un total de 80 quand même. 80 œuvres ont été vues sur, dans le fond, un total de 600, mais là, c'est quand même assez élevé. On parle d'une visite assez brève de 45 minutes. Et puis, c'est intéressant ou pas, 30 secondes a été consacrée en moyenne à chacune des œuvres. Je poursuis donc avec les 3 composantes en fait de l'engagement. Rapidement, la composante comportementale nous a fait voir dans le fond que les élèves ont pointé, ils ont couru, donc ils se sont activés, ils se sont entraidés aussi. Donc, c'est des comportements que l'on a pu observer. Alors, Hervé disait que c'était intéressant d'avoir des citations, des témoignages de l'expérience. Comme mon étude porte vraiment sur l'expérience, je me suis permise d'en mettre quelques-uns. Donc, on ne sait pas c'est quoi, en pointant un élément de l'œuvre, de dire les élèves, c'est intriguant. Ensuite, on est 4e. Là, on prend l'ascenseur. L'équipe de Ben est trop forte. Vite, il faut détruire la concurrence. C'est toute l'idée de la gamification du fait de cette compétition, en fait, qui a, pour la plupart du temps, beaucoup plu, en fait, aux élèves. Et ils ne se sont pas sentis, comment dire, des fois, la compétition peut être mobilisatrice ou en tout cas, oui, mobilisatrice certainement, mais peut-être un peu moins intéressante pour certaines personnes qui ne sont pas dans ces logiques-là, mais ça n'a pas été un élément négatif. Les coéquipiers, donc, vont s'entraider, vont même entraider les autres équipes. Ça, c'est assez intéressant. On a remarqué que les élèves vont discuter, vont lire des questions à voix haute ensemble, ils vont demander quelques informations également. Sur le plan de la composante émotionnelle pour l'engagement, donc, on a vu des équipiers qui observaient véritablement. Donc, ils disaient tu as vu un animal à 5 têtes, en quoi? Donc, ils étaient interpellés. Ensuite, des réactions émotives, comme par exemple un coéquipier qui dit ça dit que ce n'est pas la bonne réponse, mais c'est la bonne réponse. Donc, vous voyez que ça permet de se positionner aussi. Et des réactions émotives par rapport aux œuvres. Ça, je trouve que c'est laid, en fait, de dire des élèves. Ensuite, pour, la composante, j'ai une petite difficulté, voilà. Ça, je vais passer rapidement. Donc, visite avec le parcours jeu permet de voir plusieurs œuvres. Des questions sont laissées par contre sans réponse. Des élèves disaient, c'est dommage, on n'a pas de réponse quand on a des questions. La majorité des élèves préfèrent le parcours jeu. Les élèves ont un sentiment de liberté et d'autonomie, bien sûr. Une tablette numérique, on est 2 et on parcourt le pavillon. On regarde les œuvres que l'on a envie de voir, qui nous attirent aussi, mais par contre, on est bien contraint, tout comme la visite commentée, où il y a beaucoup d'informations, mais sur des œuvres plus particulières. On apprend plus selon les élèves, on peut poser plus de questions. C'est une visite, en fait, qui est plus éducative. Et ça, c'est intéressant. Je me permettrais juste d'apporter un petit élément. Certains élèves ont trouvé que lorsqu'ils étaient avec la médiatrice, c'était un peu comme à l'école. Donc, la posture peut-être scolaire, la posture transmissive, en fait, de la médiatrice était peut-être intéressante, donc analyser plus en profondeur pour ça. Donc, il disait aussi qu'il y avait une similitude, oui, je conclus, avec l'école. Je retiens cette citation. Alors, on disait, on a demandé aux élèves quelle serait la modalité de visite que tu suggérerais à un ami? Alors, si mon ami voulait une visite avec plus d'informations, je lui conseillerais la visite avec la guide. Par contre, si mon ami voulait une visite plus exploratoire, je lui conseillerais la visite avec la tablette. Voilà, des pistes, en fait, pour éventuellement caractériser de manière peut-être qualitative l'apprentissage. Bien entendu, c'est un champ à explorer et en ouverture. Voilà, donc je termine là-dessus en laissant 3 petits points de suspension et en vous invitant, pour avoir plus de détails, à lire donc l'étude que nous avons produite dans le cadre de l'article de la revue. Merci. Merci beaucoup, Annick, pour cette présentation que je trouve très, très intéressante. Donc, je relancerai tout de suite avec une question, mais c'est une piste qu'on a soulevée déjà à la fin de votre présentation. Je me disais justement, si le temps était plus long avec une visite guidée avec une personne, donc en présentiel, c'est bien parce que l'interaction est possible et on peut approfondir davantage sur une œuvre donnée. Mais je me disais, est-ce que l'outil ne pourrait pas permettre un peu ça, une espèce de juste milieu, c'est-à-dire que l'outil permet de guider l'étudiant dans le musée, mais s'il le désire, il pourrait y avoir, je ne sais pas, des capsules ou bref, de l'information supplémentaire pour aller plus loin sur une œuvre qui l'intéresse, par exemple. Est-ce que c'est déjà envisagé pour l'outil ou pas du tout? C'est super intéressant parce que dans le fond, on s'est rendu compte que ces 2 propositions, ces 2 modalités de médiation
pourraient certainement cohabiter, qu'elles n'étaient pas exclusives dans le fond, puis qu'elles ne devaient peut-être pas être réfléchies de cette manière-là. Donc, peut-être qu'on pourrait toujours avoir une médiatrice ou peut-être avoir des dispositifs qui permettent de répondre à certaines questions, peut-être des interactions en live, un clavardage, des choses comme ça. Donc, oui, il y a des possibilités, en fait, effectivement, et des voies peut-être à explorer et à raffiner autour de l'outil numérique. Parfait. Merci beaucoup. Hervé? Oui, merci Annick pour cette présentation très stimulante. J'avais lu l'article, mais c'est toujours intéressant d'entendre la personne qui l'a écrit. Moi, je me demandais s'il y avait des traces dans cette enquête que vous avez menée sur les différences qu'il pourrait y avoir entre les filles et les garçons par rapport à la réaction à l'une ou l'autre manière de faire la visite. Tout simplement comme question. Là, je n'irai pas Oui. plus. Bien sûr. On a peu de temps. Ce que je dirais, c'est que oui, on a pu observer, mais pas nécessairement rendre compte dans un contexte aussi rigoureux que la recherche nous l'exige, mais on s'est vraiment rendu compte, j'ai parlé de l'aspect compétitif et on a vu que les garçons étaient beaucoup plus interpellés par la compétition et que les filles étaient conscientes, elles le savaient, mais ça ne les dérangeait pas, en fait. C'est vraiment ce qui a été observé, mais on nous a rendu compte, en fait, de cette différence-là. C'est-à-dire que chez les filles, on savait que la compétition était là, mais ce n'était pas quelque chose de gênant. On prenait notre temps. Là, on disposait d'une tablette numérique et c'était déjà très intéressant. Chez les garçons, alors là, ça y allait. C'est-à-dire qu'on était conscient de la compétition et cet aspect-là était tout à fait, je dirais, stimulant puis mobilisateur pour les garçons également. Mais ce n'est pas une étude entre les garçons et les filles que l'on a réalisée. Ce que je vous dis, c'est vraiment des données d'observation. Merci beaucoup. De rien, merci. Il y avait une autre main levée, Josée, je crois. Est-ce que c'est toujours le cas? Ben, en fait, c'était peut-être juste pour rebondir dans des jeux similaires à ça. Moi, je pense à un jeu d'évasion qu'on avait fait également au MBAM. On avait utilisé le personnage d'un sage qui permettait, pendant le jeu, de justement pouvoir avoir une interaction et une élaboration plus longue, un petit peu ajoutant du contenu. Fait que c'est quelque chose qui se fait assez bien, effectivement. Fait que c'était juste pour rebondir sur ta question, Camille. Mais c'est tout. Fait que oui, je pense que ça se fait, effectivement, un mix des deux. Je me permets de... Allez-y, Camille, mais je vois une question intéressante dans le clavardage. Mais voilà, allez-y, j'allais la lire justement parce que je la trouve tout aussi intéressante, moi aussi. Alors, Marie-Hélène qui nous dit, y a-t-il aussi la forme de la médiation numérique qui joue? Les deux options ne m'ont pas semblé être de même nature. Par exemple, la médiatrice avait-elle introduit des éléments compétitifs? C'est super intéressant parce que lors des observations, on était certaine que les élèves n'étaient pas particulièrement mobilisés. Donc, comme l'étude a vraiment porté sur l'engagement, on pourrait dire qu'ils n'étaient pas engagés lors de la visite avec la médiatrice. Et donc, effectivement, les aspects de compétition ne faisaient pas partie de la nature de la modalité avec la médiatrice, donc la personne humaine. Toutefois, et leur posture aux élèves était très nonchalante, alors qu'ils nous ont livré être très, très intéressés par les propos de la médiatrice. Ils nous ont dit, dans le fond, c'est une personne ressource à qui on peut poser des questions. Si on ne comprend pas certaines choses, si on veut avoir plus d'informations, elle est là et elle répond, alors que la tablette leur posait des questions à eux sans qu'ils aient parfois certaines réponses. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Alors, malheureusement, c'est déjà le temps de terminer ce midi recherche. Alors, merci. Je vais partager à l'écran à nouveau le nom de nos présentateurs, présentatrices. Alors, merci beaucoup Marie-Claude, Hervé et Annick pour vos présentations. Et je rappelle à tous que, bien sûr, les articles sont disponibles en ligne si vous voulez avoir davantage d'informations sur les présentations d'aujourd'hui. Vous trouverez les liens pour y accéder via notre site web. Alors, merci à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci aux gens qui nous écouteront sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. C'était très apprécié d'entendre vos réflexions et les discussions à propos de ce numéro thématique.
dans Digital Studies. Merci à tous. Et moi, je vous remercierai, donc au nom de Marie-Claude Lapointe et moi, je remercierai notre Camille Saint-Georges, notre coordonnatrice et animatrice de nos Midi Recherche. Encore une fois, félicitations Camille pour cette animation impeccable et merci à tous les collègues et tous les participants. C'était très intéressant de voir que personnes clés au Québec qui travaillent sur ces questions-là étaient avec nous. Donc, très heureuse d'avoir pu faire cet événement. Il y aura dans les prochains Midi Recherche d'autres choses qui s'en viennent, alors surveiller les prochaines éditions. Merci. Merci beaucoup.